Bonjour, aujourd'hui nous allons discuter un livre un peu plus grand public afin d'aborder une autre facette des luttes en santé, un mouvement dont le point de départ se trouve dans l'émancipation des personnes racisées, le Black Panther Party for Self-Defense, qui a été actif dans les années 1960-1980 aux États-Unis et dont nous présenterons les origines au fil de cette vidéo. L'ouvrage d'aujourd'hui, Body and Soul, The Black Panther Party and the Fight Against Medical Discrimination, a été écrit par Alondra Nelson, une chercheuse en sociologie et African American Studies, qui a publié sur la politique du génome et qui actuellement occupe un poste au sein de l'administration Biden. Body and Soul est paru en 2011 dans le contexte du Patient Protection and Affordable Care Act, qui est plus connu parce qu'il a été framé ainsi par les médias conservateurs comme le Obamacare. L'enjeu, c'est d'étudier la santé comme langage pour parler des discriminations raciales, les inégalités d'accès aux soins, le racisme du corps médical ou les différences de traitement, mais aussi pour formuler des idéaux politiques à travers la santé, comme l'égalité économique. L'ouvrage s'inscrit dans la jonction abordée dans les précédentes vidéos entre sociologie de la santé et sociologie des mouvements sociaux qui jusqu'à récemment, étaient encore principalement concentrés sur les mouvements ouvriers. Nelson s'appuie par exemple sur la théorie du déversement, spillover, de David Meyer et Nancy Whittier, qui explique comment un mouvement peut devenir un modèle, et donc ce modèle se déverser dans l'espace des mouvements sociaux, donc communiquer avec les autres. Et là, elle rejoint l'étude des profanes en santé dans la lignée du sociologue Stephen Epstein, dont on vous a parlé dans une précédente vidéo. Les sources de l'enquête de Nelson sont principalement l'hebdomadaire du parti, aussi intitulé Black Panther, ainsi que des entretiens avec d'anciens Panthers, notamment Norma Armour, Ellen Brown, Arthur Harrison, Billy X. Jennings. Elle fait aussi, comme on l'a vu avec le cas d'Act Up et du SIDA, face à un grand biais d'archives, puisque les médias se sont principalement consacrés à l'aspect spectaculaire, donc aux paramilitaires du Black Panthers, tout comme on l'a vu la dernière fois, les médias principalement fournissent des sources sur le spectaculaire et les manifestations d'Act Up, et donc on a beaucoup moins de documents sur action traitement, aide, etc. L'ouvrage défend deux thèses, l'une qui porte sur l'histoire des droits civiques et l'autre sur le concept de santé sociale. Nelson fait des Black Panthers un mouvement social en santé reprenant la typologie classique de Phil Brown et Steven Zavetowski, je vous renvoie à notre vidéo sur Janine Barbeau et Nicolas Daudier, et elle veut montrer par là que les Panthers s'inscrivent dans l'histoire de ce que Jacqueline Donn Hall a appelé le Long Civil Rights Movement, qui étend l'histoire des droits civiques qui d'ordinaire on la place plutôt dans les années 60 avec Malcolm X et Martin Luther King, jusqu'aux radicaux des années 1930, et par là va un peu le sortir de l'historiographie classique, qui l'enferme dans une période historique précise. Par là, ce que Nelson veut faire, c'est montrer que la santé a toujours fait partie du répertoire des droits civiques, et que le Black Panthers en cela est dans la continuité, et non pas une rupture avec les civil rights comme on l'a parfois dit. Ensuite, elle affirme que les organisations comme les Panthers ne sont pas anti-médecine, mais portent la vision d'une citoyenneté maximale en santé, qui ne se réduit pas à la citoyenneté biologique, donc le droit aux soins d'un individu en tant que porteur d'un pathogène dans un état, et donc un bioactivisme comme on l'a vu la dernière fois, c'est-à-dire une solidarité entre patients atteints d'une maladie. Non, le Black Panther, il plaide pour une pleine citoyenneté économique, qui fait de l'égalité des droits sociaux, et en particulier la fin de la ségrégation, un prérequis à l'égalité en santé. Dans cette vidéo, nous allons commencer par présenter ce qu'on a appelé le Long Civil Rights Movement, et donc les bases idéologiques, notamment Frantz Fanon, le maoïsme des Panthers. Ensuite, nous parlerons de la construction de cliniques et d'établissements alternatifs, et enfin, nous verrons la politique du savoir des Panthers face à l'anémie falciforme et la génétique raciste. Nous conclurons avec un petit bilan de l'ouvrage, notamment ses limites, car c'est quand même un ouvrage grand public, et avec cela, nous ferons une conclusion sur nos 3 premières vidéos sur les mouvements sociaux en santé. Selon Alondra Nelson, on peut distinguer 3 traditions du long mouvement pour les droits civiques en santé. D'une part, la construction d'établissements et d'institutions alternatives, ensuite l'intégrationnisme, et enfin la critique des théories biologiques essentialisantes.
Le mouvement noir a une longue tradition de construction d'établissements de santé, comme le Provident Hospital en 1881 via des dons de la communauté et des philanthropes. On peut aussi mentionner les Black Cross Nurses, qui ont été construites sur le modèle de la Croix-Rouge. Elles sont responsables du soin des milices de l'UNIA, mais aussi de veiller sur les autres malades, former les femmes de l'UNIA aux soins de premier secours, s'occuper des enfants, de l'hygiène, etc. L'intégrationnisme, c'est une stratégie plus connue et souvent plus évoquée, d'intégration dans les organisations ségrégées, comme l'American Medical Association ou la Nurse Medical Association. L'intégrationnisme est souvent le plus connu à travers l'activisme juridique, et en particulier le Brown vs Board of Education, mais on peut aussi mentionner dans le cas de la santé, Simskin vs Moses Ashcon Memorial Hospital en 1963, où des médecins noirs ont plaidé contre le refus de patients noirs dans des hôpitaux de Caroline du Nord. Enfin, concernant la critique des théories génétiques racistes, on peut penser au mathématicien Kelly Miller ou au sociologue W.E.B. Du Bois. Dans le Health and Physics, ce dernier critique la craniométrie, qui est une forme de phrénologie, et le lien fait entre la densité du cerveau et la race. Du Bois, il est aussi connu pour ses interventions contre la génétique raciste, visant l'arbitraire des catégories utilisées, c'est-à-dire qui critique la naturalisation de catégories sociales sous couvert de biologie et de scientificité, pour justifier l'exclusion des Noirs parce qu'ils porteraient par exemple des traits pathologiques, des explications qui en fait peuvent être trouvées du côté des conditions de vie des Noirs, c'est-à-dire comme le reste des classes populaires, surexposées aux maladies. Alors, d'où vient le Black Panthers Party ? Le Black Panther Party for Self-Defense est d'abord fondé en 1966 par des étudiants, Bobby Seale et UAP Newton, à Oakland, en Californie. Le programme du parti, donc la 10 Points Platform, est écrit par Newton et Seale et se concentre sur une pleine citoyenneté économique. We want full employment for all people, et des droits sociaux reliés, de la terre, du pain, des logements, de l'éducation, de quoi se vêtir, la justice et la paix. Selon Nelson, comprendre les Panthers suppose de les situer par rapport au reste du mouvement nationaliste noir, qu'elle appelle culturel et qui est accusé d'apolitisme et d'idéalisation de l'Afrique par les Panthers, et de la War on Poverty, donc un grand programme par le président Johnson, qui, selon les Panthers toujours, resterait dans l'électoralisme. Les Panthers mobilisent le vocabulaire de l'autodétermination et recrutent principalement dans le milieu communautaire afro-américain. Ils sont visés explicitement par le FBI, et il a été noté que, après les destructions et les arrestations causées par les forces de l'ordre, le tournant communautaire était une question de survie pour le parti. Toutefois, selon Nelson, on peut déjà trouver dans les inspirations idéologiques du parti un fondement à l'engagement en santé, en particulier à travers la référence aux médecins soldats d'Ernesto Guevara, la critique de la médecine psychiatrique comme outil du pouvoir français en Algérie par le psychiatre Frantz Fanon, et l'emphase maoïste sur le point de vue privilégié des masses. En avril 1970, Bobby Seale lance une directive pour des People's Free Medical Clinics. Cette initiative se situe dans le contexte des mouvements séparatistes noirs, mais aussi dans le cadre de la santé communautaire aux États-Unis, du mouvement féministe de self-help, des free clinics du mouvement hippie. Nelson, elle utilise la notion de biocultural broker pour caractériser la posture du parti qui fait la médiation entre des pauvres mal desservis médicalement, des communautés noires méfiantes envers les professionnels de santé et les médecins radicaux. Chaque chapitre local doit être doté d'une clinique. Elles font face à des enjeux de ressources et sont aussi menacées en permanence de destruction par la police. Leur organisation est principalement composée de femmes noires, qui représentent déjà 60% de l'effectif du parti, de techniciens de laboratoire, d'étudiants en médecine ainsi que de volontaires. On trouve aussi des docteurs comme Tolbert Small, qui devient le directeur médical de parti de 1970 à 1974. Les autres experts viennent du Medical Committee for Human Rights, qui est la branche médicale du Student Nonviolent Coordinating Committee, l'une des plus grandes organisations des droits civiques, ce qui nous montre, encore une fois avec la théorie du spillover, la circulation entre les différents mouvements des droits civiques. On parle même de mouvement des mouvements. Les cliniques, comme celle de Chicago, prétendent enregistrer jusqu'à 1400 patients et traiter plus de 50 par semaine,
Celle de Berkeley opère principalement après 6 heures du soir, voire minuit. En fait, c'est quand les médecins reviennent de leur rotation à l'hôpital. Et enfin, les cliniques, elles se financent par les dotations, qui soient en argent, en matériel ou en nourriture, et fournissent des soins basiques, comme le dépistage de l'hypertension artérielle, du saturnisme, de la tuberculose, du diabète, des examens physiques, traitement des rhumes et des grippes, vaccination contre la polio, etc., etc. La spécificité de ces cliniques, selon Nelson, se trouve dans la volonté d'éduquer les patients, de garantir leurs droits, en somme, de préserver la dimension politique des diagnostics. Que ce soit dans le Survival Program ou dans les Breakfasts for Children organisés par le parti, celui-ci a une position ambiguë face aux communautaires. Tantôt il essaye de l'embrigader et tantôt il essaye de le renforcer. Il y a aussi une contradiction entre les services de soins et le paramilitaire qui implique un harcèlement policier constant. Cette tension est exemplifiée par le départ d'Eldridge Cleaver quand le parti décide de se tourner davantage vers le communautaire. Alors bien sûr, ça n'empêche pas la police de continuer à harceler le Black Panther Party, par exemple attaquer des provisions stockées dans les églises, arrêter des membres, etc. Par contre, ça se double d'une cooptation, si ce n'est des programmes des Panthers, au moins de leurs idées. Par exemple, l'État va décider de fournir davantage de breakfast que les Panthers, ou fournir davantage de soins, etc. En fait, il est mis face à ces contradictions, parce que on a là le Panthers qui rivalise d'ingéniosité pour soigner davantage que l'administration avec moins de moyens. La sickle cell anemia, ou drépanocytose, ou encore anémie falciforme, est une maladie génétique qui affecte l'hémoglobine transportée dans les globules rouges et a pour manifestation l'anémie. Elle peut être mortelle et touche en particulier les communautés africaines et antillaises. Et avant de poursuivre, je rappelle quand même qu'ici vous n'êtes pas sur une chaîne de vulgarisation de la médecine, donc ces informations sont principalement là pour contextualiser. Donc on a dit l'anémie peut être mortelle et touche en particulier certaines communautés, et ça, c'est un prétexte pour tout un tas de théories racistes, comme celle d'A.J. Ogden, qui se sert du trait génétique pour appeler à l'interdiction des mariages interraciaux. L'étiologie politique des Panthers consiste donc à retourner le stigmate en s'appuyant sur les travaux d'Anthony C. Allison, qui estime qu'il s'agit d'une mutation génétique qui protège de la malaria dans certaines régions d'Afrique. Pour citer Alondra Nelson, l'anémie falciforme est devenue un symbole des conséquences historiques de l'esclavage, ainsi que par le même récit, un symbole de la persévérance noire face à l'ordre raciste. Je rappelle que comme pour l'ouvrage d'Epstein, c'est un ouvrage en anglais, donc toutes les traductions sont de moi, ce qui signifie que s'il y a trahison par la traduction, eh bien, je suis le traître. Si cette idéalisation de l'Afrique peut sembler un peu antithétique aux idées du parti, car on rappelle qu'il s'oppose au culturalisme, on retrouve les mêmes méthodes qui sont ensuite mobilisées par les militants du sida, s'approprier des théories scientifiques pour se faire propriétaire d'un problème public, c'est-à-dire être à la fois légitime pour parler au nom des malades, vu qu'on représente la communauté des malades, et revendiquer une expertise, donc on est habilité à intervenir sur le sujet. Bon, donc sur le sujet de la sickle cell anemia, il y a deux parties prenantes, l'État et les organisations communautaires, le mouvement des droits civiques et en particulier les Panthers. Le parti, il va s'appuyer sur un article de Robert Scott, publié en 1970 dans le Journal of the American Medical Association, qui critique le financement faible de la recherche pour l'anémie. Il montre qu'en 1967, il y a eu 100 000 $ dépensés dans la recherche pour 1155 cas, quand dans le cas de la dystrophie musculaire, par exemple, il y a eu 7,9 millions de $ dépensés pour 812 cas. Le parti veut aussi s'allier à la Sickle Cell Anemia Foundation, qui recrute des chercheurs comme Linus Pauling, connu en politique mais qui a aussi révélé par électrolyse la mutation en question, ou Roland B. Scott, qui a fondé le Center for Sickle Cell Disease, et le parti travaille aussi avec la Mid-Peninsula Sickle Cell Anemia Foundation, et de fait, contrairement à ce qu'il prétend, le parti mène pas vraiment de recherche scientifique, mais avec cette coalition, il peut se revendiquer d'une autorité scientifique, d'une expertise clinique, dans l'espace public. Le parti adopte un répertoire classique des droits civiques, en particulier parlant de génocide comme le faisait déjà en 1951 William L. Patterson, We Charge Genocide, et comme on l'a vu, le mouvement homosexuel le fera après, 10 ans plus tard, pour dénoncer l'inaction de l'État, mais aussi, dans le cas de la sickle cell anemia, l'injonction faite sur les couples noirs dépistés positivement à ne pas faire d'enfants.
Le parti va aussi profiter de la sortie en 1969 par Ortho-Diagnostics du Sickle Cell Dex, un kit de dépistage qui n'a besoin que d'une fiole de sang et d'une poudre particulière qu'on met dedans, et mise contre un papier avec des traits noirs dessus. L'idée, c'est en gros, si on arrive à voir les traits noirs de l'autre côté de la fiole, c'est qu'elle est suffisamment transparente et donc tout va bien, et si on ne peut pas les voir, c'est-à-dire si elle est trop dense ou trop épaisse, c'est-à-dire qu'il y a l'hémoglobine qui est présente et donc il y a un problème. Bon, mes explications sont ce qu'elles sont, parce que je suis pas un expert en santé pour vous expliquer ça, mais par contre, vous pouvez voir un peu comment le processus peut être assez facile et à enseigner. Bon, il y a plein d'erreurs d'interprétation, mais la facilité du test, il va permettre aux partis de lancer des campagnes de dépistage massives et d'encourager le self-help. Lors de la Black Community Survival Conference de Framery Park en 1973, le parti dépiste 11 000 personnes de l'audience et promet d'en dépister 1 million dans l'année, ce qui sera un peu ambitieux. I'm sure we tested over 4,500 people for sickle cell anemia last night, and I think that the voter registration is running neck and neck with it. I'm sure of that because there's a lot of, it blew our mind, so many black people in the black community is unregistered to vote, from black youth to old people. Eh bien, l'État américain, tout conservateur qu'il soit, je rappelle qu'il est dirigé par Richard Nixon à l'époque, ne va pas rester passif face à l'anémie. Nixon va annoncer lui-même un grand plan national, et justement, le National Sickle Cell Anemia Control passe en 1972. Et à partir de là, l'initiative des Panthers décline. Toutefois, on peut quand même noter une grande différence entre le parti et l'administration nixonienne. Quand la seconde accorde une citoyenneté biologique, parce que ça veut dire que, en tant que porteur d'un pathogène, les personnes pauvres ou précaires ont accès aux soins, l'initiative politique du parti visait à intégrer les soins dans une démarche globale de citoyenneté économique, c'est-à-dire que on donnait les soins comme partie d'un ensemble de programmes pour mettre fin à la ségrégation et lutter contre les discriminations. Nelson évoque l'affaire du Violence Center, le projet de construction d'un Center for the Study and Reduction of Violence à l'Université de Californie à Los Angeles par le docteur Louis Joynon West, qui est déjà mêlé à l'affaire MKUltra. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de faire des recherches là-dessus, car c'est un autre événement sympathique dans l'histoire américaine. Le projet derrière le centre, c'est de mener une étude multidisciplinaire, mêlant génétique, endocrinologie, psychologie, neurophysiologie, de la violence, en utilisant des personnes en prison pour les tests. Bon, donc ne vous arrêtez pas là, parce que le professeur West, il a une hypothèse. Il part de l'idée qu'il y aurait un lien entre la violence, les personnes masculines et la présence de chromosomes X et Y 2 fois Y, ce qui est un syndrome, et pour cela, il s'appuie sur les théories de Vernon Ashmark et Frank R. Ervin dans Violence and the Brain, paru en 1970, qui estime que 5 à 10% de la population est violente et appelle à mener de la psychochirurgie, donc en fait c'est des ablations des parties qui causeraient la violence dans les cerveaux des concernés. Bienvenue dans l'histoire médicale. Bon, alors figurez-vous que l'initiative, elle est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisqu'elle est défendue explicitement comme part du programme Law and Order du gouverneur de Californie de l'époque, Ronald Reagan. J'ai envie de dire, ça fait pas... Ils ont toujours été comme ça. Cette affaire, elle débarque sur la scène publique au moment où il y a les révélations sur l'expérience de Tuskegee, où, lors de cette expérience donc, la syphilis a été inoculée aux Noirs d'une communauté pour observer son évolution, l'évolution de la maladie, sans obtenir le consentement de la communauté, ni même les prévenir de quoi ils avaient été inoculés. Bon, donc la ligne d'action du parti contre le centre de santé, contre ce projet du moins, va suivre la tradition intellectuelle de recontextualisation, donc on avait parlé de W.E.B. Du Bois, donc des droits civiques. Bobby Seale du parti va viser par exemple l'usage de classifications arbitraires et de comparaisons limitées. Le parti utilise aussi l'expérience prisonnière de certains membres, illustrée par les ouvrages de Eldridge Cleaver, Soul on Ice, et George Jackson, Soledad Brother, pour montrer les limites de l'obtention du consentement informé de prisonniers.
Enfin, unis dans une vaste coalition allant des féministes de la National Organization of Women au NAACP et des étudiants du campus, le parti obtient des auditions au Sénat de Californie, dont la Commission sur la santé retire son soutien financier au centre de recherche en 1973. Donc le projet n'aura pas lieu, mais ne vous inquiétez pas parce que Ervin et d'autres chercheurs obtiennent des financements. Ervin, en fait, la même année ou un petit peu avant, a obtenu un financement d'1 million de dollars pour mener individuellement des recherches similaires, génétique, raciste. Avant d'en venir à notre conclusion bilan, on va quand même voir quelques limites de l'ouvrage, parce qu'on est quand même en train de parler d'un ouvrage grand public. En particulier, déjà le problème assez évident, c'est que Alondra Nelson se focalise que sur des sources issues du parti, peu de comparaison avec des sources administratives et d'autres, donc par exemple on ne sait pas vraiment quel est le contenu des pratiques dans les cliniques, ou on n'a pas d'autres perspectives sur la situation. En fait, d'une certaine manière, on est plutôt dans l'histoire intellectuelle du parti. De plus, et ça c'est noté par le chercheur David McBride, l'équivalence qu'elle met entre la construction d'institutions dans le mouvement noir en général et les cliniques isolées des Panthers est discutable, parce que comme on l'a vu, si ça montre une parenté intellectuelle évidente, on n'a pas vraiment de continuité sociale, c'est-à-dire que ce sont d'autres aires géographiques, d'autres personnes, d'autres militants, d'autres initiatives, d'autres pratiques, parce que oui, il y a bien une tradition afro-américaine de construction de communautaires qui persiste encore, donc d'hôpitaux, d'écoles de médecine, de cabinets médicaux, soutenus par des médecins noirs, locaux, des dirigeants municipaux, des agences fédérales, mais c'est davantage autour d'un idéalisme scientifique ou d'une vision religieuse de la guérison, en fait. Donc en fait, l'hypothèse principale qui est l'inscription du Black Panther Party dans le Civil Rights Movement, mais aussi dans le Long Civil Rights Movement, qui aurait toujours eu des préoccupations de santé. Bon, en histoire des idées, on peut toujours un peu le dire, et puis de toute façon, ça reste des courants proches idéologiquement, mais elle n'est pas démontrée comme ça de termes d'histoire sociale. Bon, bah ça, on en a un exemple particulièrement symptomatique, il a dit symptômes, on est en sociologie de la santé, c'est qu'elle ne définit pas ce que sont les cliniques, et le problème c'est que les cliniques, bon, ça désigne beaucoup de choses, du médico-social au biomédical, et ben là, comme elle n'a pas étudié particulièrement les pratiques qui ont lieu au sein des cliniques, on ne sait pas vraiment en quoi elles étaient transformationnelles, on ne sait pas vraiment si la santé y était présent, je veux dire, les soins étaient vraiment pratiqués différemment, avec un engagement politique différent. Non, on a vraiment plutôt on connaît les ambitions des Panthers, c'est surtout ça. Et pour finir, et de manière générale, et ça c'est par contre une précaution générale, pas vraiment contre Alondra Nelson, mais il faut faire attention à l'usage rétrospectif de catégories historiques comme année 1970, nationalisme culturel, séparatisme noir. Alors ce sont des boîtes un peu utiles pour organiser notre mémoire, mais qui ont une origine, un usage politique, et qui par exemple peuvent servir, et c'était l'enjeu de parler de Long Civil Rights Movement et non plus de Civil Rights Movement dans les 60s, qui peuvent servir à enfermer un mouvement dans le passé, par exemple à dire « Ah mais ça c'était propre à cette époque, et puis on a résolu les problèmes de cette époque, quoi ». Donc il y a quand même des leçons à tirer de ces 3 vidéos sur la sociologie des mouvements sociaux en santé, et dans le cadre de cette vidéo, comment un mouvement politique peut devenir un mouvement en santé, c'est-à-dire exprimer ses idées en termes de santé, donc les inégalités, la ségrégation, l'exposition différentielle aux maladies, mais aussi porter un message sur ce qu'est le droit à la santé, qui il exclut, et en quoi il est inséparable, dans le cas des Black Panthers, des autres droits sociaux. Parce qu'Adriana Petrina, par exemple, elle parle de citoyenneté biologique pour les habitants autour de Tchernobyl, et une fois que la citoyenneté biologique est reconnue, c'est-à-dire une fois que les portions précaires et peu intégrées de la population sont quand même prises en charge par l'État au nom d'une pathologie, qu'en est-il de leur identité, de leur parole? Car de fait, l'État, il relie pas trop les droits sociaux à la citoyenneté biologique. En fait, c'est un peu comme s'il avait des citoyennetés à géométrie variable, ou des citoyennetés avec des sets de droits qui diffèrent. Dans ces dernières vidéos, nous avons étudié l'activisme thérapeutique. Ça, c'est la notion à retenir des patients et malades qui se mobilisent au nom de leur maladie, par exemple autour des essais cliniques pour obtenir des médicaments en situation d'urgence, et cet activisme, il a imposé la présence des profanes dans la décision administrative de distribuer des médicaments, mais aussi leur savoir propre dans la construction de procédures cliniques. Et là, on arrive plutôt à ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire une vision politique, sociale de la santé.
Ce qu'on a appelé modernité thérapeutique dans la précédente vidéo, c'est un double mouvement. D'un côté, on a ouvert la clinique, on l'a politisée peut-être d'une certaine manière, mais on a en échange fermé la science, c'est-à-dire qu'elle a gagné en autorité et en autonomie. Les Panthers, comme les activistes du sida, ont fini par reconnaître une légitimité à la science par réutiliser le vocabulaire biomédical dans l'espace public. Et donc cette adoption d'un langage biomédical ou de la référence scientifique par les Panthers ou les activistes du sida, elle s'est faite pour défendre leurs idées au nom d'une vision de ce que pourrait être une meilleure pratique scientifique et clinique. Et ça témoigne aussi de leur position ambiguë, parce que d'une part, les communautés homosexuelles et noires avaient des raisons légitimes de se méfier de la santé publique et des médecins, qui étaient des instruments de contrôle, et de l'autre, l'arrivée du corps médical, c'est aussi la prise en charge tant attendue. Pour finir, ces ouvrages ont montré l'évolution de l'espace politique de la santé, pour utiliser l'expression de Didier Fassin, qui est désormais composé d'une pluralité d'acteurs et qui existe en soi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va penser aux associations de malades, aux partis politiques, aux lanceurs d'alerte, aux vulgarisateurs, aux chercheurs en sciences sociales, tout un tas de personnes qui font des questions de santé leurs problèmes, et donc le problème des autres. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir écoutée et suivie jusqu'au bout. La Grave of Corp est une petite chaîne de vulgarisation, donc votre soutien et votre partage comptent particulièrement. Pour ma part, comme la thèse est très exigeante, je ne peux sans doute pas pouvoir faire autant de vidéos que ce mois de juillet, ça sera plutôt un rythme d'une vidéo par mois ou tous les 2 mois, mais on va continuer à explorer les univers de la sociologie et de l'histoire de la santé, et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien et à bientôt sur les internets. Salut!